modèle qui semble forgé dans la conviction que la seule façon pour l'opposition de jouer son rôle démocratique est de pratiquer une obstruction hargneuse et systématique et de placer les bâtons dans les roues de la majorité afin de l'empêcher d'apporter même des solutions idoines aux problèmes qui assaillent le pays n'est guère favorable aux intérêts nationaux, loin s'en faut. S'agissant des contraintes financières, en ce qui concerne ces contraintes qui sont aussi logistiques, on aura noté que la loi des finances pour l'exercice 2018, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat au cours de la dernière session parlementaire, reprend une ligne budgétaire équivalente à 500 millions de dollars américains, correspondant aux besoins présentés au gouvernement par la Commission électorale nationale indépendante pour ses activités durant l'année 2018. Activités devant aboutir à la tenue effective de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales et provinciales au cours d'une séquence unique, comme convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre et selon le calendrier subséquent publié par la Commission électorale. Le gouvernement confirme sa détermination à mettre à la disposition de la centrale électorale les fonds prévus à cette fin selon le chronogramme convenu. Et pour votre information, rien que pour le mois de janvier, 60 millions de dollars sont d'ores et déjà à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que pour l'exercice 2017 qui touche à sa fin, c'est grâce aux allocations de l'exécutif national, complétées par l'appui logistique de la MONUSCO, que le processus électoral a pu être mis sur orbite par la réalisation des opérations d'enrôlement des électeurs et la poursuite normale de certaines autres opérations préparatoires, grâce à l'amélioration de la situation du Trésor du fait de la tendance haussière des cours de certaines de nos matières premières. Une bonne nouvelle. Comme en 2011, la corbeille des apports promis par la plupart des partenaires extérieurs de la Commission électorale nationale indépendante, qui avait offert de l'appuyer substantiellement dans l'organisation du processus électoral, reste encore désespérément vide jusqu'à ce jour. Une fois de plus, mesdames, messieurs de la presse, les promesses mirobolantes faites par les plus bruyants de ses partenaires de la CENI à celle-ci prennent chaque jour les allures d'un conte de fées pour enfants sans aucune réalisation effective. Annoncées à grand renfort de publicité, même par vous, ces promesses se diluent au fur et à mesure que se rapprochent les échéances électorales dans un nuage de conditionnalité et d'ultimatums surannés. L'Union européenne s'est ainsi fendue récemment d'un communiqué que vous avez tous relayé, dans lequel elle conditionnait son soutien financier à la centrale électorale congolaise à, je la cite, « la fin du harcèlement contre l'opposition et la société civile ». Fin de citation. Sans la moindre élaboration, aucune explication. Et à la grande satisfaction, bien sûr, des oiseaux de mauvais augure qui cultivent et proposent le scepticisme comme seule lecture d'analyse des événements de la République démocratique du Congo. Quant à la Belgique, elle a annoncé une contribution de l'équivalent d'un peu plus de 5 millions de dollars américains. Mais, si et seulement si, l'accord du 31 décembre 2016, dont vous tous, vous savez que l'exécution a atteint sa vitesse de croisière, était, selon elle, intégralement appliqué. Comprenne qui pourra. C'est en tout cas un état de choses, un sujet intéressant à creuser
dans vos analyses, comme médias congolais, comme médias africains, parce qu'on a l'impression qu'alors que le pays avance, il y en a que cela n'arrange pas. S'agissant des défis sécuritaires, le pays avance. Dans la réponse aux défis de l'insécurité qui déstabilise certaines zones et qui a bloqué pendant de longs mois l'enregistrement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, de même que dans 2 territoires de la province de la Lomami, où l'activisme sanglant de groupes terroristes a empêché toute activité de la centrale électorale. Grâce au retour progressif à une vie normale dans ces entités, les opérations d'enrôlement des électeurs ont pu y démarrer et sont en voie d'achèvement. Entre-temps, la justice est en train de passer, sans coup forme, contre les présumés membres de ces groupes terroristes qui ont instrumentalisé le label Kamwina Nsapu pour s'aimer la mort, la destruction et la désolation dans l'espace kassaïen. Ils ont tenté récemment de transplanter la terreur à Kinshasa, siège des institutions nationales, dans le but de déstabiliser gravement la République démocratique du Congo. Mais nos forces de sécurité ont fait preuve de professionnalisme et d'efficacité et ont appréhendé la plupart de ces fauteurs de troubles qui sont en train de comparaître devant la justice. Sans nous permettre de nous livrer à des commentaires sur ces procès, ce n'est pas notre rôle parce que ces procès sont en cours et dans le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs, le gouvernement congolais exprime le vœu de voir éclater la vérité sur ces crimes abominables commis contre notre pays et contre de nombreuses victimes congolaises et étrangères, et ce, dans les respects des règles de l'art, notamment les droits de la défense qui sont garantis par notre Constitution. Le gouvernement se félicite également de la perception plus réaliste des problèmes sécuritaires que la République démocratique du Congo a eu à affronter par la plupart de nos partenaires régionaux et internationaux qui définissent désormais tous ces groupes de criminels comme des groupes terroristes à traiter comme tels. En parlant de la sécurité, je voudrais dire un mot sur le lâche massacre de 14 vaillants casques bleus tanzaniens de la MONUSCO déployés dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, en appui à leurs frères d'armes des forces armées de la République démocratique du Congo, près du pont sur la rivière Semliki, où ils ont été victimes de la barbarie d'un groupe de présumés terroristes djihadistes ougandais de l'ADF, qui ont attaqué leur bivouac dans la nuit du 7 au 8 décembre 2017. Le gouvernement présente de Tanzanie aux proches et aux membres des familles de ces vaillants soldats. La cour militaire opérationnelle de Beni est d'ores et déjà à pied d'œuvre, en collaboration avec la mission des Nations Unies en RDC, pour identifier les auteurs de cette énième atrocité contre notre pays, afin de les appréhender, les poursuivre et les sanctionner avec la plus grande sévérité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie le président de la République de Tanzanie, son Excellence John Magufuli, et la haute hiérarchie militaire de ce pays frère, membre de la SADC, qui, en dépit de cet ignoble carnage visant manifestement à dissuader les pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la MONUSCO, dont l'efficacité de l'impact sur la mission d'appui au FARDC pour le rétablissement et le maintien de la paix dans notre pays n'est plus à démontrer, ont décidé de poursuivre la participation des forces tanzaniennes
à la dite brigade. Il s'incline devant ce sacrifice suprême consenti par nos frères tanzaniens, qui est une illustration que la solidarité africaine n'est plus un slogan creux. De la condamnation de ce massacre par certains acteurs qui se sont spécialisés ces dernières années et dans d'autres circonstances dans la récupération politicienne ou géostratégique des tragédies de même nature, à l'occasion desquelles la République démocratique du Congo, notre pays, reçoit de véritables volées de bois vert, assorties de demandes, que dis-je demande, des injonctions pour des enquêtes internationales indépendantes. Mais pour les 14 militaires tanzaniens, aucune demande d'enquête indépendante. Le sort des soldats de la paix tanzaniens et celui de leurs homologues congolais et des paisibles populations du Nord Kivu, victimes de ces tueurs, est loin de provoquer la même levée de boucliers chez certains membres de la communauté internationale, chez certaines ONG, même nationales, qui leur servent de caisse de résonance dans notre pays et dont la promptitude à ruer sur les brancards lorsque les victimes des terroristes sont des Occidentaux est devenue un lieu commun. Il importe que les Africains en général et les Congolais en particulier en prennent pleinement conscience et qu'ils défendent en tout lieu et en toute circonstance l'idée que rien ne justifie cette sorte de commisération sélective qui tend à banaliser en quelque sorte les injustices, les souffrances ou les persécutions infligées à des Africains. Cela est moralement inacceptable, surtout de la part de nos compatriotes. Quels que soient les intérêts particuliers, nous le savons, qu'ils croient défendre en agissant de la sorte. Et je passe maintenant à l'enquête de RFI et de l'agence Reuters sur le procès des Kamwina Sampo qui se déroule maintenant au médiatique qui, à partir d'une enquête menée par deux de vos confrères, Sonia Rollet de RFI et Aaron Ross de Reuters, tente par des amalgames maladroitement agencés de rendre le gouvernement congolais responsable, voire même complice de l'assassinat des deux experts de l'ONU dans le Kasaï central au mois de mars 2017. Pour faire court, cette véritable chronique judiciaire littéralement saucissonnée semble poursuivre l'objectif de remettre en cause la version du parquet militaire congolais, partagée par la commission d'enquête mise en place par le secrétaire général des Nations Unies, version accusant les insurgés Kamwina Nsapu d'avoir assassiné ces deux enquêteurs onusiens pour essayer d'induire la culpabilité du gouvernement congolais dans ce crime odieux. Et c'est le lieu pour moi de rappeler que ni le gouvernement, ni le secrétaire général des Nations Unies, et encore moins des journalistes, ne sont qualifiés pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit dans un état de droit. La responsabilité de poursuivre des faits criminels et de procéder à l'accusation revient exclusivement au ministère public, dont nous, gouvernement, nous nous limitons de temps en temps à relayer les conclusions qui, en l'espèce, ressortent d'une instruction préjuridictionnelle et maintenant juridictionnelle qui est du reste public devant les cours militaires supérieurs de Kananga et de Mbuji-Mayi. Il est dès lors surprenant que des professionnels de médias aussi respectables fassent fi du principe élémentaire de la séparation des pouvoirs qui laisse au seul ministère public, le parquet en l'occurrence, la plénitude de l'action publique et aux juges le pouvoir de désigner les coupables de crimes et d'infractions, et s'amuse à indexer le gouvernement. Les deux auteurs de cette enquête de RFI et Reuters se permettent de se substituer aux magistrats
et même de caricaturer la démarche des magistrats en parlant, je les cite, de scénarios dessinés au fil des audiences. Fin de citation. Comme si, au-delà du compte-rendu des audiences qui sont en train de se dérouler à Kananga, il leur revenait à eux d'instruire cette affaire parallèlement avec la justice congolaise. Aucun État de droit au monde, mesdames, messieurs, ne peut accepter pareille usurpation de qualité, même sous le prétexte du journalisme d'investigation. En réalité, les révélations faites par RFI et Reuters ne contiennent aucun élément nouveau pour quiconque suit, comme moi, la chronique de ce procès qui oppose devant la Cour d'appel de Kananga l'auditeur militaire supérieur près cette juridiction aux personnes impliquées dans les violences dans l'espace kassaïen et notamment dans l'assassinat des 2 experts de l'ONU. S'agissant de ce dernier dossier, d'après les renseignements recueillis au cours de ces audiences publiques, il n'y a pas besoin d'être un fin limier pour y accéder. Il suffit d'entrer dans la salle des audiences, puisqu'elles sont publiques. La Suédoise Saïda Catalan et l'Américain Michael Sharp sont arrivés à Kananga le 8 mars 2017 en provenance de Goma, pas de Kinshasa, à bord d'un avion de la MONUSCO, avec le projet d'effectuer un déplacement de Kananga vers la mission catholique de Bunkonde, à 78 km au sud du chef-lieu de la province du Kasaï central. Le 10 mars, c'est-à-dire 2 jours après avoir débarqué à Kananga, et sans sacrifier à la tradition qui veut que les visiteurs nationaux ou étrangers, nantis d'un mandat officiel, présentent généralement leur civilité, comme on dit, à l'autorité politico-administrative du lieu, en l'espèce le gouverneur de province, ils ont participé à une réunion de la famille régnante de la chefferie Kamouina Sapou, qui s'est tenue au domicile d'un monsieur Tshibwabwa Mboui José, qui est un fonctionnaire, inspecteur adjoint à la Direction générale des migrations de son État dans un poste reculé de l'intérieur du Kasaï central. C'est manifestement cette qualité de fonctionnaire de la DGM de M. Tshibwabwa Mboui José qui semble avoir fait bondir les auteurs des prétendues révélations impliquant le gouvernement, comme si tous les fonctionnaires congolais étaient des petits saints, ne pouvant poser un acte que sur instruction du gouvernement. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ce n'est pas en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de migration que M. Tshibwabwa Mboui José a organisé cette réunion entre la famille de Kamouina Sapou et les 2 experts des Nations Unies. Auquel cas, cette réunion se serait tenue au siège de la Direction générale de migration et non pas à son domicile. Il n'aurait du reste pas pu organiser cette réunion au siège de la Direction générale de migration à Kananga parce qu'il n'était qu'un agent subalterne qui n'avait aucune responsabilité ni au niveau de la province, des instances provinciales de la DGM, ni au niveau de celle de la ville de Kananga, de la DGM, car M. Tshibwabwa Mboui José n'était que chef d'équipe d'un poste frontalier à Mwenye-Mbulu, vers l'Angola, dans le territoire de Luiza. Voilà la réalité. Originaire du village d'Inyuka, secteur de Dibataï dans le territoire de Dibaya, Tshibwabwa Mboui José est de plus un membre connu de la famille régnante du chef coutumier Kamouina Sapou. Et ça, on ne le dit pas. Voilà le saucissonnage. Pourtant, tout cela est dit lors de l'audience. C'est donc à ce titre qu'il a abrité dans sa résidence de Kananga, sise au numéro 41, avenue du Rail, quartier des Plateaux, la réunion entre la dite famille régnante et les 2 experts onusiens, Mme Catalan et M. Sharp. Tous ceux qui suivent l'instruction juridictionnelle devant la cour militaire de Kananga ont par ailleurs pu apprendre que c'est dans cette résidence de Tshibwabwa Mboui José que logeaient tous les membres de la délégation
de la famille régnante Kamwina Nsapu venus à Kananga dans le cadre de pourparlers avec le gouvernement provincial du Kasaï central après les incidents qui avaient entraîné la mort du chef Kamwina Nsapu Pandi Jean-Pierre lors d'affrontements entre sa milice et les forces de sécurité. Le 10 mars donc, Tshibwabwa Mbui José a porté à la connaissance de ses visiteurs qu'il venait d'être informé par le colonel Jean de Dieu Mambweni, officier des renseignements de la garnison locale des FRDC, c'est-à-dire de la 21e région militaire, de la présence à Kananga de Mme Zaïda Catalan et de M. Michael Sharp, dont l'intention était d'enquêter sur la mort du chef Kamwina Nsapu et que les deux enquêteurs cherchaient à rencontrer la délégation de la famille régnante Kamwina Nsapu présente à Kananga pour rencontrer le gouvernement provincial. Si c'est ça, organiser le séjour des deux enquêteurs des Nations Unies, vous me direz de quoi il s'agit. Les membres de la délégation ont accepté, la délégation de la chefferie Kamwina Nsapu, de rencontrer les deux experts. Et la rencontre a eu lieu le lendemain, 11 mars, à l'hôtel Woodland de Kananga. Y ont pris part, outre les deux visiteurs, donc Mme Catalan et M. Sharp, M. Tshibwabwa Mbui José lui-même, M. Betou Tshintela Abdoul et 7 autres membres de la délégation Kamwina Nsapu venus de Kamwina Nsapu Adibaya. Et c'est au cours de cette rencontre qu'il sera convenu que M. Betou Tshintela et Tshibwabwa Mbui José allaient se charger de l'organisation du déplacement des deux experts de Kananga vers la mission catholique de Bunkonde. Après que les deux experts aient fait part de leur volonté de visiter plutôt le village Kamwina Nsapu où ils souhaitaient enquêter à la source sur les circonstances de la mort du chef Kamwina Nsapu Pandi Jean-Pierre. Le 12 mars, le lendemain de cette réunion, les deux experts ont quitté Kananga à l'insu des autorités provinciales. Ils avaient, par souci de discrétion, préféré louer 3 mototaxis. Et ils n'étaient accompagnés que par M. Betou Tshintela Abdoul, M. Tshibwabwa José étant resté à Kananga, ainsi que par 3 motards, taximens moto comme on les appelle. Et le dernier appel téléphonique de Betou Tshintela Abdoul à Tshibwabwa Mbui José, qui était resté à Kananga, a eu lieu à 12h06, ce jour-là, 12 mars 2017, à partir du pont sur la rivière Moyo, à quelques 12 km de la mission catholique de Bunkonde, puisqu'après, on ne retrouvera que les corps des deux experts des Nations Unies et celui de Betou Tshintela Abdoul lui-même. Il serait tombé sur une barrière érigée par un groupe terroriste après le pont sur la rivière Moyo, à l'entrée du village Moyo-Moussuila, pour ceux qui connaissent la région. Emmené devant les chefs miliciens Tshilima Boulabula Mpiana, chef du village Moyo-Moussuila, tout ceci est dit à l'audience publique, donc il n'y a rien de nouveau. Ils ont été amenés devant les chefs miliciens Kamwina Nsapu, Tshilima Boulabula Mpiana, chef du village Moyo-Moussuila, son frère Kabongo Gérard et Mouteba Tiakwisha François, alias Kapipi, chef du village voisin de Mulumba, qu'accompagnaient ses 2 fils majeurs, Mulumba Mamba Tiakwisha Clément et Bidouaya Mulumba Tiakwisha Augustin, tous miliciens Kamwina Nsapu de ce village. Ils ont subi un bref interrogatoire à l'issue duquel Tshilima Boulabula Mpiana et Mulumba Mouteba Tiakwisha François ont décidé de leur mise à mort. Ils sont tout de suite acheminés dans la brousse avoisinante et assassinés, avant d'être mutilés selon plusieurs témoignages concordants. Mesdames, Messieurs, ce sont les faits que rien
ni personne jusqu'à présent n'est encore parvenu à infirmer devant la Cour militaire supérieure de Kananga. RFI et Reuters n'apportent rien de nouveau et se contentent de broder sur l'implication du colonel officier des renseignements cité par le fonctionnaire de la DGM Tshibwabwa Mbouyi José, un fonctionnaire subalterne dans un petit village reculé près de la frontière angolaise, lequel Tshibwabwa José a été arrêté le 14 novembre dernier par l'Agence nationale des renseignements. Ce n'est pas RFI et Reuters qui ont permis qu'on arrête ces gens. Ce sont nos services qui les ont arrêtés, qu'il a arrêtés le 14 novembre dernier à Kalambambouji, en territoire de Luiza, près de la frontière angolaise, après qu'il ait refusé de déférer à 2 mandats de comparution successifs émis par l'auditeur militaire supérieur de Kananga, respectivement le 1er mai et le 6 mai 2017. Il a été transféré à Kinshasa le 17 novembre 2017 et est en train de subir un interrogatoire par les services de la police judiciaire. Ce monsieur Tshibwabwa Mbouyi José avait été utilisé occasionnellement comme informateur bénévole par l'Agence nationale des renseignements, comme le font tous les services de renseignement normalement constitués, au plus fort de l'offensive terroriste, parce qu'il était un fonctionnaire subalterne de la DGM appartenant à la famille régnante Kamwina Sampo. C'est ça le professionnalisme dans le renseignement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le Congo bashing se vend bien. Car au fond, on nous a rabattu les oreilles avec des nouveaux éléments depuis 2 jours que les 2 journalistes auraient mis à jour, alors qu'en réalité, il n'y a aucun nouvel élément que leur enquête ait révélé. Il y a de leur part comme une tentative de jouer sur la curiosité légitime du public et des journalistes à connaître les conclusions que la justice militaire donnera à ce dossier. Mais, mesdames, messieurs de la presse, il faut bien qu'il se fasse une raison, car le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Tous les éléments dont ils ont fait état ont été publiquement évoqués au procès de Kananga, qui n'a pas encore jusqu'à ce jour abouti à quelque sentence que ce soit. Nous avons tous entendu Mme Sonia Rollet reconnaître hier, un peu tardivement, sur une chaîne publique française, qu'il s'agissait en fait, je la cite, à la fois de nouveaux éléments et pas tellement nouveaux. Fin de citation. Ça s'appelle dire une chose et son contraire. S'il est donc vrai qu'un agent de l'État, au moins, est impliqué dans ce drame, rien ne permet d'en déduire la complicité ou l'implication du gouvernement de la République démocratique du Congo ou des organes liés au gouvernement dans ce crime. Même parmi le groupe de la branche Kamwina Nsapu de Kinshasa, qui est en train de passer en jugement devant le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa, qui a rendu un arrêt avant dire droit hier, vous avez noté la présence de quelques officiers renégats de la police nationale, ce qui ne veut nullement dire que le gouvernement soit mêlé à l'attaque de la prison de Makala ou à l'assassinat de l'administrateur du marché central de Kinshasa qu'on leur reproche. Voilà la vérité. Tout se passe comme si vos 2 confrères essayaient de forcer les juges à aller vite en besogne. Et pire, comme s'ils s'efforçaient à influencer l'intime conviction des juges, ce qui est inacceptable dans le système judiciaire d'un État de droit digne de ce nom. Et la justice congolaise leur a fait part de son refus de déférer à cet empressement. Cette curieuse chronique judiciaire est, je l'ai dit, on ne sait pour quelle raison, saucissonnée, car elle exclut délibérément certains détails importants. Elle n'évoque pas, par exemple, l'intérêt de la justice à avoir quelques éclaircissements sur les 4 contacts téléphoniques retracés entre Mme Sonia Rollet elle-même et le présumé principal bourreau
des 2 enquêteurs qui répond au nom de Kabasele Manga. Nous avons ici le répertoire de la compagnie de téléphone que vous pourrez consulter avec les dates et les heures des 4 communications entre elle et celui qui a abattu les 2 Américains et qui se trouve aujourd'hui entre les mains de la justice. Et la justice souhaiterait qu'elle puisse les aider. Quel est le contenu de ces 4 contacts qu'elle a eus avec cet assassin? Des appels qui sont répertoriés dans le relevé que la police scientifique a mis à la disposition des magistrats. Sonia Rollet aiderait donc la justice en dévoilant par n'importe quel moyen. Elle peut faire une déclaration à l'ambassade, ou elle peut faire une déclaration aux affaires étrangères, qu'on nous la transmette, qu'on transmette à la justice congolaise. Le contenu de ces échanges qu'elle a eus avec ce suspect et dont elle ne parle nulle part dans sa fameuse enquête. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance. Pour l'instant, la procédure se poursuit et les juges diront le droit lorsqu'ils seront parvenus à une intime conviction sur les responsabilités des uns et des autres, quels qu'ils soient, membres des forces de sécurité, membres du gouvernement congolais, personne n'est à l'abri du couperet de la justice dès lors qu'il a porté atteinte à la vie d'autrui. Et ceci m'amène à parler des légendes d'infamie et des attitudes souvent paradoxales de quelques médias. Dans cette même optique, je voudrais évoquer ce cas de certaines structures des professionnels des médias qui, plutôt que de coopérer activement avec les autorités congolaises pour promouvoir et défendre la liberté d'expression et le droit des journalistes à accomplir sans entrave leurs tâches, semblent se complaire dans la recherche effrénée de dénonciations sensationnelles, même non vérifiées, dans le but d'arriver à capter les fonds que des donateurs de bonne foi ou des groupes d'influence politiquement ou économiquement motivés mettent à leur disposition. Ce faisant, ils donnent parfois l'impression d'être mal à l'aise lorsque les gouvernants congolais ne se comportent pas en bourreaux ou en prédateurs de la presse, selon une expression désormais consacrée, dans la mesure où ils estiment que leur prospérité est tributaire des persécutions subies par les journalistes. Et nous le disons en connaissance de cause. Il s'ensuit, et là est tout le paradoxe de la situation, que la réduction des cas d'abus ou l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias en République démocratique du Congo est une bien mauvaise nouvelle pour eux. C'est ce qui les pousse à inventer des récits infamants, à l'instar de cette organisation ayant pignon sur rue à Kinshasa, qui nous a carrément étiquetés bourreaux de la presse, vous la connaissez, pour la simple raison qu'en application de la loi congolaise, faisant obligation à toute entreprise audiovisuelle étrangère désireuse d'émettre en République démocratique du Congo, de le faire en synergie avec une entreprise audiovisuelle nationale, pour des raisons évidentes de protection des acteurs nationaux du secteur que vous êtes. Mon ministère avait sanctionné une entreprise audiovisuelle européenne réfractaire à cette exigence légale. C'est mon devoir, c'est le devoir de l'État que d'appliquer les lois de l'État. Ironie du sort, cette accusation est intervenue quelques semaines après que le média européen en question, réalisant son erreur, ait pris l'initiative de conclure un accord de partenariat avec une entreprise congolaise, ce qui avait entraîné naturellement la levée subséquente de la sanction administrative que lui avait infligée mon ministère. Comme quoi, à force de vouloir en faire trop, on devient plus royaliste que le roi et on s'expose au discrédit. Dans le même rapport, ce lanceur d'alerte avait donné pour emprisonner, à cause de ses activités professionnelles, un journaliste de Mbuji-Mayi, dont je tais le nom, mais qui a lui-même, 48 heures après la publication du dit rapport, protesté en personne par un cinglant démenti, se désolidarisant ainsi de ses méthodes indignes. Ce qui n'a pas empêché l'organisation Reporters sans frontières de m'adresser
une correspondance particulièrement comminatoire et assez malpolie, qui, soit dit en passant, ne m'est parvenue qu'une semaine après avoir été balancée sur les réseaux sociaux. Quelles sont ces méthodes? Vous écrivez à un ministre et avant que la lettre ne lui parvienne, vous balancez cette correspondance sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est un ministre nègre? Doit-on accepter cela? Exigeant du gouvernement de mettre fin à ces actes purement imaginaires ou prétendument attentatoires à la liberté d'expression. Nous n'acceptons pas cela. Nous condamnons de telles attitudes. Un peu plus de rigueur, un peu plus d'objectivité, un peu plus de professionnalisme, mesdames et messieurs de la presse, ne ferait pas de mal aux journalistes que vous êtes et qui ont besoin que leur dénonciation de cas avérés d'abus ou d'entraves dans l'exercice de leur noble métier dans notre pays ne soit pas décrédibilisée à l'avenir lorsqu'ils s'adressent aux instances nationales. Ce sont de telles légendes d'infamie, véritables fonds de commerce pour certains, qui justifient les prétentions impérialistes de quelques-uns de nos partenaires dans la communauté internationale, qui prennent appui pour initier des sanctions illégitimes contre des personnalités en vue de la République démocratique du Congo, afin de mieux les subjuguer au mieux de leurs propres intérêts économiques et géostratégiques. Des sanctions unilatérales et illégales au regard du droit international qui participent en réalité d'une entreprise de chantage sans phare. Le gouvernement qui a attaqué ces sanctions devant les instances compétentes engage tous ceux qu'elles visent, dont moi-même, à rester droit dans leurs bottes et à raffermir leur détermination à défendre et à sauvegarder à tout prix les intérêts nationaux. Le salut de la République démocratique du Congo et le bonheur des Congolais ne viendront que des Congolais eux-mêmes et pas de ceux qui ne voient du Congo que ses ressources naturelles stratégiques dont ils tiennent coûte que coûte à prendre le contrôle en cherchant à imposer par divers stratagèmes à la tête du pays des dirigeants dociles, y compris par des voies non démocratiques. Je vous remercie et je me mets à votre disposition. Jeff Caleb, pour les comptes de 7 sur 7.cd. Monsieur le ministre, selon certains membres du gouvernement, le projet de loi électorale voté au Parlement n'est pas celui qui a été discuté au Conseil des ministres. Comment vous réagissez là-dessus? Deuxième préoccupation, Lambert Mende est parmi les personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne. Monsieur le ministre, ces sanctions ont été élargies pour une durée de 12 mois. Comment vous vous sentez? Merci. Votre première question est déjà dépassée, puisque dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont appropriés un texte, le débat pour savoir si le texte qui est venu du gouvernement reflétait bien le sentiment unanime de l'ensemble des membres du gouvernement devient tout à fait superfétatoire. Ce n'est pas le gouvernement qui légifère, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc maintenant nous sommes en face d'un texte de loi qui a été adopté par le Parlement et qui se trouve sur la table du chef de l'État pour sa promulgation. Donc nous ne parlons plus d'un avant-projet ou d'un projet de loi, mais d'une loi qui a été votée. S'il y a quelqu'un qui estime que les circonstances dans lesquelles cette loi a été votée ne répondent pas à certains critères légaux ou constitutionnels, je pense que la voie est ouverte vers la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à moi, membre du gouvernement, de répondre. Je ne suis pas au-dessus de l'Assemblée nationale qui sait déjà, ou du Sénat qui se sont déjà appropriés ce texte. Donc cette question, pour moi, elle est tout à fait sans objet. Et en ce qui concerne mon attitude par rapport à la prorogation de ces sanctions,
elle est la même que celle que je vous avais expliquée ici lorsqu'elles avaient été annoncées. Les mêmes acteurs sont encore là. Nous les avons attaqués devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous attendons la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous ne sommes pas étonnés qu'ils aient prorogé ces sanctions, puisque les intérêts qu'ils défendent sont toujours considérés par eux comme légitimes. Nous les considérons comme des intérêts illégitimes, et donc il n'y a rien à dire. Je ne peux pas me mettre dans leur peau. Moi, je condamne cela. Ils n'ont aucun droit de nous sanctionner. Ils l'ont fait pour mettre la pression sur nous, pour essayer d'influencer nos orientations politiques, sans en avoir le droit, puisque seul le Conseil de sécurité peut sanctionner un pays qui n'appartient pas à l'espace européen. Vous savez, maintenant, ils sont en train de sanctionner la Pologne, parce que la Pologne est membre de l'Union européenne. Mais la RDC n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, au nom de quel principe est-ce qu'ils peuvent nous sanctionner? Tous ces arguments, nous les avons portés devant la Cour de justice de l'Union européenne, et ce n'est pas ici que nous allons en débattre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis Chris Longo de Biwane Kasinfo. L'année 2017 se termine un petit peu difficilement économiquement pour la majorité des Congolais qui s'en a commencé. Quel est le bilan que le gouvernement fait du social des Congolais pour cette année 2017 et quelles sont les perspectives pour l'année 2018? Merci. Il faut reconnaître que l'année 2017 n'a pas été effectivement rose au plan économique. Et lorsque l'économie boite, le social s'en ressent. Et les raisons pour lesquelles l'économie a boité sont connues de tout le monde. C'est la tendance baissière des cours des principales matières premières que nous avons à offrir sur un marché mondial sans que nous ayons à intervenir au niveau de la valeur ajoutée dans notre propre pays. Mais je pense que les perspectives vers la fin de l'année, les dernières semaines de l'année, sont beaucoup plus positives. Et je vous invite à un peu plus d'optimisme dans la mesure où nous assistons maintenant à une timide reprise d'une tendance haussière de ces matières premières qui nous permet d'envisager un peu plus positivement l'année 2018. C'est une tendance qui a frappé l'ensemble des pays du sud de l'hémisphère, de l'hémisphère sud de la planète, qui ont à offrir simplement des matières premières dont les prix sont fixés de la manière que l'on sait, et donc nous ne pouvions pas échapper à cette règle, tout comme maintenant, l'embellie que nous observons va se ressentir aussi au niveau du social, et nous avons bon espoir que les choses vont aller un peu mieux qu'ils ne l'ont été au cours de l'année 2017, pour des raisons que je viens de vous expliquer, la tendance haussière des principales ressources minières que nous avons à offrir sur le marché mondial. Eugène Condé pour les comptes du journal La Prospérité. Monsieur le ministre, c'est sans succès que le gouvernement a tenté de conjurer l'écoulage des recettes du Trésor public. Comment expliquez-vous que le Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption voudrait mettre la main sur un secrétaire général pour des faits avérés de détournement, voilà que son ministre dit-elle, je cite bien, Kokoniangi s'en mêle et dit qu'il n'a pas droit et qu'il devrait d'abord demander la permission auprès de lui. Merci. Je ne suis pas personnellement, officiellement saisi de cette polémique, sinon par les réseaux sociaux. Et vous savez quelle foi moi je prête aux réseaux sociaux, qui m'ont déjà, moi personnellement, tué 17 fois. Donc, sincèrement, je ne saurais pas commenter cela. Tout d'abord, je sais qu'il y a des fonctionnaires qui ont comparu ou qui sont en train de comparaître devant les magistrats à la demande du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Il y en a qui ont été mis aux arrêts, il y en a qui comparaissent libres, et donc je ne sais pas quel est le sentiment des ministres dont il relève. Il est possible qu'un ministre estime que son fonctionnaire n'est pas coupable ou qu'il le soit. Vous lui poserez la question, mais moi,
je me suis fait une règle de ne jamais commenter des informations que je lis sur des réseaux sociaux qui m'ont tué 17 fois, alors que je suis bel et bien en vie devant vous. Donc là, je ne peux pas faire des commentaires. Merci, Excellence, pour la parole. Joachim Diena, journal La Colombe. Excellence, l'enquête de RFI, Reuters, n'est que le prolongement de l'enquête RFI sur le fameux traquenard et que le gouvernement n'avait pas, au besoin, lorsqu'il y a une sorte de diffamation, il n'y a eu aucune action en justice. Aujourd'hui, après avoir constaté dans le relevé que nous avons tous consulté que la consoeur a eu des contacts avec l'assassin des experts de l'ONU, est-ce qu'il suffit seulement de dénoncer? Quelle est autre démarche que le gouvernement fait actuellement pour saisir les instances, pour obliger Sonia Rollet à répondre, comme vous l'avez dit? Et qu'est-ce que le gouvernement fera au cas où il n'y avait aucune réaction de la part des instances que vous saisirez ou de la part de l'intéressé elle-même? Je pense que c'est une affaire judiciaire. Et donc, le ministère public qui dispose de ces relevés d'appels téléphoniques a émis le souhait, au cours de la procédure qui se déroule à Kananga, de recevoir quelques explications de votre consoeur Sonia Rollet au sujet de ces 4 coups de fil au présumé auteur de la mort des 2 experts onusiens. Bon, il est évident que le gouvernement n'a pas d'ordre à donner aux instances judiciaires. Je pense que la justice sait et est mieux outillée pour savoir ce qu'elle doit faire pour pouvoir être aidée. On dit souvent être aidé par une renseignante aussi déterminante, parce qu'il y a notamment ici des appels d'un colonel. On l'a demandé à les renseigner. Le parquet, il s'est présenté, il a renseigné pourquoi il a parlé avec tel ou tel de ces visiteurs qui ont été victimes. Il a dit qu'il les connaissait, il les avait vus, parce que ce n'était pas la première fois que les 2 enquêteurs venaient en RDC. Il s'est expliqué, c'est public, ça a été, la question lui a été posée publiquement, il s'est expliqué publiquement. Peut-être que Madame Sonia Rollet recevra une demande de renseignement de la part de la Cour militaire supérieure qui siège à Kananga. Ce n'est pas au gouvernement de faire ce travail-là. Chacun doit faire son travail. C'est à la Cour militaire supérieure qu'il appartient de creuser son enquête pour découvrir si, au cours de ces 4 entretiens téléphoniques, Madame Sonia Rollet a reçu des informations qui peuvent guider le cheminement de la Cour vers la manifestation de la vérité. Ce qui nous choque, nous, c'est qu'elle n'en parle pas dans son enquête sur les nouvelles révélations. Elle parle de d'autres choses, mais elle ne parle pas des contacts qu'elle-même a eus avec cet assassin présumé. Voilà la seule chose qui nous préoccupe. Mais maintenant, pour entrer dans le fond du problème, il n'y a que soit l'auditeur militaire supérieur de Kananga ou le président de la Cour militaire supérieure qui peuvent demander que Mme Sonia Rollet puisse les aider à comprendre quel est le contenu de ces contacts qu'ils ont eus avec le présumé assassin Manga. Merci pour la parole. C'est Simon Kinsangala pour le compte de Congo Style. Excellent, je voulais parler de l'article 64 de la Constitution, parce qu'il y a une bonne frange de la population qui pense appliquer cet article. Mais au même moment, il y a aussi des institutions qui considèrent qu'elles ont droit d'appliquer le même article. Excellent, cet article a besoin d'un éclairage. Quel est votre commentaire à ce sujet? Merci. Mais quel éclairage voulez-vous avoir? Vous avez un article de la Constitution, vous la lisez telle qu'elle est. Elle dit clairement ce qu'elle dit. Je ne sais pas s'il faut un éclairage particulier. Il y a un alinéa premier qui empêche quiconque de conquérir le pouvoir par des voies non constitutionnelles. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dans ce pays qui a conquis le pouvoir par des voies non constitutionnelles ou qui le garde par des voies non constitutionnelles. Puis il y a une disposition de l'article 2 qui prévoit que le fait de vouloir prendre le pouvoir
autrement que par des voies constitutionnelles est un crime imprescriptible. Donc, je ne sais pas quel éclairage vous cherchez à avoir. Et de toute façon, l'éclairage sur les dispositions constitutionnelles relève de la Cour constitutionnelle, pas de moi, pas du gouvernement. Peut-être que vous pourriez utilement saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle vous donne une interprétation si c'est nécessaire. Mais je ne crois même pas que c'est nécessaire, puisque même un élève de 6e secondaire comprend bien, en lisant ces dispositions, c'est une des dispositions les plus faciles à comprendre de la Constitution. Personne ne peut s'arroger le pouvoir de prendre le pouvoir par des voies qui ne sont pas prévues par la Constitution. C'est net, c'est clair, il n'y a pas d'explication à donner. Excellence, moi c'est le cœur Mouchipaï pour le compte de Siloé TV. Je voulais un peu revenir pour la question de la CENI, les budgets que l'État promet de mettre pour l'organisation des élections, c'est-à-dire 500 millions de dollars. Alors, vous avez parlé des 60 millions qui seront mis à la disposition de la CENI. Voilà, déjà mis à la disposition de la CENI. Ces 500 millions, ma question est de savoir, ces 500 millions, ça sera séquentiel et comment ça sera répertorié ou bien organisé, ou bien la CENI va recevoir du coup cette somme. Parce qu'à tout moment, lorsque la CENI organise son programme, elle bloque par moment parce qu'elle doit attendre le financement au niveau du gouvernement. Mais il n'y a aucun budget, à ma connaissance, qui ne soit pas séquencé. Forcément, c'est au fur et à mesure de la réalisation des recettes budgétaires que l'État peut faire ses dépenses. Admettons qu'un ministère Y ou un service public X reçoive une dotation de 20 millions de dollars pour 2018. Il est évident qu'on ne va pas lui donner au mois de le 1er janvier 20 millions de dollars. Non, il doit faire un plan. On appelle ça le plan de décaissement. De quoi aurez-vous besoin d'abord et ensuite jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. Et donc, je vous ai donné le chiffre global qui est de 500 millions qui a été demandé à la Commission, et la Commission elle-même a soumis un plan de décaissement en vertu duquel 60 millions sont sollicités pour le mois de janvier. Et le gouvernement a décidé de mettre à disposition les 60 millions qui sont prévus pour le mois de janvier. C'est ce que je vous dis, ça ne peut être que par séquence que cela se fait, puisque le budget ne peut être que séquentiel, ce n'est pas quelque chose, lorsqu'on dit qu'on a un budget de 5 milliards, on n'a pas les 5 milliards au 1er janvier, à moins que vous ne sachiez pas ce que budget veut dire. Ce sont des recettes qu'on va réaliser au cours de l'année, qu'on affecte au fur et à mesure qu'on les réalise. Donc c'est comme ça que cela se passe. C'est par séquence que cela se passe, et la CENI n'a pas demandé d'avoir tout l'argent à la fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en ferait. 500 millions comme ça, et n'a besoin de dépenser que 60 millions en janvier, et le reste, qu'est-ce qu'il en ferait? Voilà. Donc c'est au fur et à mesure que vous payez vos taxes, au fur et à mesure que nous vendons nos produits, au fur et à mesure que nous avons des recettes que le ministère des Finances, la Banque centrale mettent à la disposition de la Commission des moyens en fonction d'un plan de décaissement convenu à l'avance. Voilà comment les choses se passent. Elles ne se sont jamais passées autrement. Et dans aucun pays, elles ne se passent autrement. C'est José Lendo Digital Congo. Monsieur le ministre, aujourd'hui nous sommes jeudi et l'Église catholique a initié après un moment les cloches, une façon de présenter sa position, son droit par rapport, donc pour réclamer l'organisation des élections dans un délai raisonnable. Quel est votre point de vue par rapport à ces droits de l'Église catholique de pouvoir donner donc de faire cette façon de faire donc de clocher tous les jeudis à 21h jusqu'à ce que les élections se tiennent dans un délai raisonnable et réclamer l'application de l'accord du 31 décembre 2017. Donc votre point de vue en tant que porte-parole du gouvernement. Bon, la première chose c'est que
l'Église catholique est composée de Congolais comme vous, comme moi, qui ont des droits. Ils peuvent émettre un point de vue. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'irrationalité dans la mesure où ce qu'ils demandent, c'est ce qui est en train de se faire. Nous avons un calendrier électoral qui prévoit des élections à la date qui a été convenue, acceptée par tout le monde, puisqu'on devait les avoir à la fin de cette année, sauf cas de force majeure, auquel cas on a demandé, sous leur médiation, que 3 institutions se concertent, la CENI, le CNSA et le gouvernement. Ces institutions se sont concertées et ont demandé à la CENI d'élaborer un calendrier qui a l'appui de tout le monde, puisqu'on a plus de 45 millions de Congolais qui se sont déjà enrôlés, ce qui montre une adhésion massive. Et voilà que des Congolais se lèvent pour dire nous voulons quoi? Vous voulez enfoncer une porte qui est ouverte? Il y a un peu d'irrationalité, un peu d'impatience qui ne s'explique pas. Peut-être que c'est une façon pour eux de vouloir attirer l'attention sur eux. Mais je ne vois vraiment pas le problème tel qu'ils le posent. Si c'est vraiment ce problème-là, ce problème, il est déjà résolu. Mais s'ils veulent faire sonner des cloches à 21h, libre à eux. Encore que la police a dit que c'est du tapage nocturne. Hein, c'est une infraction. Et donc la police peut prendre des dispositions en ce qui concerne le tapage nocturne. En dehors de ça, bon, les gens disent ce qu'ils veulent, nous sommes en démocratie. Pourquoi voulez-vous que j'ai un point de vue sur le point de vue de l'Église? C'est des Congolais, moi aussi j'ai des points de vue sur lesquels l'Église n'a pas de jugement à porter. Et moi je n'ai pas apporté de jugement sur leur point de vue, mais je trouve ça un peu excessif, un peu irrationnel, c'est tout. Nous prenons le dernier intervenant. Merci. Richard Chakouel, PGA. Monsieur le ministre, je reviens sur l'affaire du ministre de l'Urbanisme, que vous avez semblé parler des réseaux sociaux. Est-ce que cette affaire ne traduit pas un dysfonctionnement au niveau du gouvernement, dès lors que nous savons que c'est la majorité présidentielle qui a le règne du pouvoir, mais on voit 2 membres de la majorité c'est disputé dans la place publique, entre guillemets. Deuxièmement, Monsieur le ministre, dans ce sens-là, on a aussi, on parle de plus en plus d'un gouvernement parallèle. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris qu'un membre du gouvernement a dépêché ses collaborateurs auprès d'un mandataire public, mais un mandataire public a refusé. Je ne vais pas les citer ici, je ne sais pas si vous avez une information là-dessus. Merci. Bon, vous entremêlez un peu les pinceaux, cher ami, parce que vous parlez du gouvernement et de la majorité, etc. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Il y a une majorité présidentielle à laquelle j'appartiens et dont le porte-parole, je pense, a parlé hier. Alors vous dites qu'il y a un problème entre 2 membres de la majorité. Vous auriez été mieux inspiré de poser la question au porte-parole de la majorité. Ce n'est pas 2 membres du gouvernement qui s'affrontent, à ma connaissance. Et encore, vous voulez me ramener à ces problèmes de réseaux sociaux que je veux éviter à tout prix, parce que je n'ai aucune considération pour des inventions que l'on distribue, que l'on dilue comme ça dans les réseaux sociaux. J'ai trop de respect pour vous, qui êtes les institutionnels, pour ainsi dire, que je ne préfère me prononcer que sur des choses qui sont diffusées dans des médias qui ont pignon sur rue, des médias qui sont comptables de ce qu'ils disent, pas des gens qui sont enfermés entre 4 murs et qui inventent le monde, et vous amenez le porte-parole d'une institution publique à commencer à interagir avec eux. C'est trop déséquilibré. Donc je préfère m'abstenir, d'autant plus qu'il ne s'agit même pas d'un litige entre 2 membres du gouvernement. Si litige il y a, encore faut-il me convaincre qu'il y a litige, il ne concerne pas 2 membres du gouvernement, et moi, je ne suis que le porte-parole du gouvernement. S'il y a un problème entre des membres de la majorité a un responsable, la majorité a un porte-parole. C'est 2 réalités bien distinctes, et donc ne confondons pas les choses. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Quant à l'idée de savoir si je suis au courant, si un collègue membre du gouvernement a envoyé des émissaires à un responsable d'une entreprise publique qui aurait refusé, non, je ne suis pas au courant. Je vous mentirais en disant que je suis au courant de cette situation-là, mais ça ne serait pas normal qu'ils puissent envoyer des émissaires pour poser un acte peut-être qui n'est pas de nature à
respectez l'orthodoxie de la gestion. Si vous êtes au courant d'un tel acte, mais vous pouvez le dénoncer. Après tout, le chef de l'État a institué son service de lutte anticorruption aussi. Pour recevoir de telles dénonciations, vous pouvez faire un usage utile de l'existence de ce service au niveau de la présidence, parce que la présidence a autorité aussi sur le gouvernement. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus.